Salut, c'est David, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On vient de passer un bon moment, un long moment ensemble pour bien préparer un secteur de ta préparation de cette randonnée. L'objectif de ce bonus, c'est de t'offrir la possibilité de te préparer encore mieux. Et donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? L'objectif, c'est que tu saches de A à Z comment choisir tous tes vêtements de randonnée ou de trek. Concrètement, le système 3 couches, quoi mettre en bas, en haut, etc. pour bien pouvoir résister aux intempéries sans tremper dans sa propre sueur. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. À nouveau, cette formation, c'est le bonus que je t'offre. Cette vidéo, c'est un extrait de ma formation, bien choisir son matériel de randonnée. Concrètement, cette vidéo qui va suivre est une des 5 vidéos qu'il y a à l'intérieur de cette formation. Une vidéo assez complète, assez longue. La formation dure un petit peu plus d'1 heure. Et le jeu, le bonus pour te remercier à nouveau de ta fidélité. Si tu décides que je t'accompagne un petit peu plus loin ensemble pour te préparer, eh bien je t'offre 60% de remise immédiate sur l'acquisition de la totalité de cette formation. À l'intérieur de cette formation, qu'est-ce qu'on va voir? Dans une première vidéo, eh bien, on parle du sac à dos. Après les chaussures, qui fait l'objet d'une formation dédiée parce que très spécifique, dans la formation matérielle, le sac à dos, c'est essentiel. Comment bien le choisir, quel litrage, comment bien le remplir, comment bien le régler. Dans une seconde vidéo, eh bien, on parle des vêtements. C'est la suite de cette vidéo dont je t'offre l'accès gratuitement. Dans une troisième vidéo, au cours de cette formation, on parle eh bien, du couchage. Parce qu'après une bonne journée de randonnée, à avoir affronté et encaissé la pluie, le vent, le froid, le chaud, le soleil, les moustiques, le seul endroit au monde où tu peux être à l'abri du vent et de la pluie, c'est ta tente. Et le seul endroit au monde où tu peux être bien au chaud le soir pour bien te reposer, c'est dans ton duvet. Donc il faut spécifiquement bien les choisir pour passer une bonne rando. Dans une autre vidéo, on parle des équipements de la randonnée, tout ce qu'il y a à part cela, notamment les bâtons qui sont absolument essentiels pour sauver tes genoux. Enfin, on continue en faisant une courte vidéo sur l'hygiène et la pharmacie pour toujours avoir de quoi se prendre en charge, soi ou les autres, une fois partis sur le terrain. Et enfin, en bonus de cette formation, je te partage les 5 astuces qui m'ont permis de marcher 15 000 km en choisissant bien mon matériel et de ne jamais en être déçu. Allez, c'est parti, on y va. Pour bien choisir ses vêtements, c'est parti. Quand il fait froid, on se couvre. Quand il fait chaud, on enlève les vêtements. Comment les choisir? Comment construire un système 3 couches? C'est exactement ce qu'on va commencer à voir ensemble maintenant. Alors concrètement, on va commencer par là. Lorsque l'on part en randonnée, en trek, ou de manière générale lorsque l'on vit en extérieur, eh bien on parle de système 3 couches pour bien gérer ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? On va les éplucher une à une et on va voir à quoi elles servent. La première couche, c'est la couche qui va être contre notre corps. Il faut que ce soit une deuxième peau. Concrètement, ça va être un t-shirt et il faut que ce soit un t-shirt technique. Donc la couche numéro 1, c'est pour la respirabilité. Pourquoi la respirabilité? Il faut que tu sois à l'aise dans ton t-shirt et il faut que ta sueur, lorsque tu seras en effort, puisse s'évaporer. Si tu prends un t-shirt en coton, il va s'imbiber de sueur. Lorsqu'il sera trempé, non seulement il te tiendra plus chaud, mais en plus il va être long à sécher et quand tu arriveras au sommet, tu vas choper un coup de froid dans le vent et dans la température plus basse typiquement. Donc la première couche, c'est la respirabilité et l'objectif c'est que la sueur puisse bien s'évaporer. Donc on oublie le coton et on part directement sur du textile technique. Ça, c'était la première couche. La deuxième couche que j'ai ici, c'est la couche thermique. Deuxième couche, la couche thermique, c'est pour avoir bien chaud, c'est pour s'isoler du froid. Concrètement, comment ça marche? Le meilleur isolant du monde, que ce soit pour quand tu pars faire tes randonnées, dans tes fenêtres double ou triple vitrage, dans l'isolation, pour les canards, pour les oies, etc. Le meilleur isolant du monde, c'est de l'air emprisonné. Donc, l'objectif, ça doit être de l'emprisonner de l'air pour avoir une couche d'air chaud contre nous et pas être au contact de l'air froid qui est à l'extérieur. Donc, première couche, la respirabilité pour que ta propre sueur puisse bien s'évaporer et pas que tu trempes dans ta propre sueur. Deuxième couche, quand il fait froid, comme là il fait quelques degrés au-dessus de zéro, ça pèle, on a besoin d'une couche de gestion thermique. Troisième couche, l'imperméabilité, c'est celle que j'ai ici. C'est donc la dernière couche, celle qui va nous protéger de l'eau de l'extérieur. Quand il pleut, il ne faut surtout pas que l'eau pénètre mes différentes couches et vienne sur mon corps. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est à double sens, c'est très important. Quand de l'eau s'évapore, quand un liquide passe à l'état gazeux, sur la surface où ça se passe, eh bien, ça fait un refroidissement. C'est tout le système, c'est tout le principe
des circuits de refroidissement concrètement. Donc si je suis trempé à cause de l'eau qui me tombe dessus par le ciel, lorsqu'elle s'évaporera, j'aurai froid. C'est exactement la même chose pour ta sueur à toi. Si tu te trempes dans ta propre sueur, donc en n'ayant pas une couche suffisamment respirante et que tout mouille, eh bien l'eau de ta sueur va s'évaporer à la surface de ta peau et tu vas avoir froid. C'est exactement comme ça que marche le système sudoripare, donc le système de sueur. La machine humaine est magnifiquement bien faite. C'est vraiment une source d'émerveillement encore quotidien pour moi, parce que lorsqu'on a trop chaud, nos glandes sudoripares qui sont partout dans notre peau mettent des petites bulles de sueur à la surface. Cette sueur s'évapore, ça fait un système de refroidissement, donc ça fait un liquide qui passe à l'état gazeux, ça refroidit. C'est exactement comme ça que ça marche, c'est comme ça que marche ton frigo, etc. Donc la machine humaine est bien faite, mais quand on part en randonnée, on va porter un sac lourd, on va marcher longtemps, parfois il fera chaud quand le soleil brillera, parfois on va être dans des dénivelés très durs, et là, le système cardio-respiratoire va s'affoler, la température va monter, donc tout l'art en fait de la gestion thermique en randonnée, ça va être l'art de gérer son système 3 couches et comme un oignon d'enlever les couches ou d'en rajouter en fonction du terrain, du soleil, du dénivelé, du niveau d'intensité de ton effort, du pan de la montagne où tu es, à l'ombre ou au soleil, etc. Donc le système 3 couches, pour récapituler, 1. La respirabilité, le t-shirt technique qui est sur ta peau pour bien laisser ta propre sueur s'évaporer. 2. Le thermique pour garder sa chaleur. 3. L'imperméabilité pour ne pas se faire tremper par la pluie, l'humidité, la brume, le nuage dans lequel tu es, etc. Alors, les grands classiques, j'ai déjà commencé à en parler. En général, on parle d'un t-shirt technique en couche numéro 1, en couche numéro 2, la polaire et en couche numéro 3, le hard shell. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les différentes options? T'inquiète pas, on va en parler en détail juste après. Parce que d'abord, je souhaiterais juste te présenter mon tableau d'utilisation du système 3 couches. Concrètement, pour faire simple, quand il fait chaud et qu'il n'y a pas de vent, qu'il ne pleut pas, tu restes avec la couche numéro 1, tu restes en t-shirt. Lorsqu'il fait froid, tu mets le t-shirt plus la polaire pour bien garder ta chaleur. Et lorsqu'il y a de la pluie ou du vent, eh bien, tu mets ta troisième couche, ta couche imperméable qui va te protéger de la pluie et du vent. Le problème du vent, c'est pas que ça mouille, le problème du vent, c'est que ça chasse la bulle d'air chaud que tu crées autour de ton corps avec de l'air froid. Donc, quand il fait chaud, on va être en t-shirt. Quand il fait chaud et qu'il y a de la pluie et du vent, t-shirt plus veste. Lorsqu'il fait froid et qu'il sec, t-shirt polaire. Et lorsqu'il fait froid et qu'il y a du vent et de la pluie, eh ben on met les 3 couches, t-shirt, polaire, hard shell. Maintenant, quel genre de variante on pourrait imaginer? Le t-shirt technique, il n'y a pas de variante. Le t-shirt en fibre technique, c'est le seul truc qu'il faut mettre en couche numéro 1. On en reparlera à la fin de cette vidéo d'une autre variante quand il fait très froid. Mais en climat tempéré, on va dire, on reste là-dessus. 2, on peut très bien mettre une polaire. On voit beaucoup aussi de duvet. Alors, les grandes différences, polaire, duvet, qu'est-ce que ça va être? Et ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Le duvet, c'est le meilleur isolant du monde. T'imagines les canards et les oies Eider et je sais pas quoi, ils vivent au pôle Nord là-haut, juste avec leurs plumes. Donc c'est qu'elles marchent sacrément bien leurs plumes. Ils ont toujours une grosse couche de duvet et de plumes qui leur maintient un gros coussin d'air chaud autour de leur corps et qui les protège du vent et de la pluie, et en plus ils flottent sur l'eau vu que c'est complètement imperméable. Donc nous les humains, on est des bêtes superbes, mais vraiment superbes pour suer, pour pas avoir trop chaud, pour courir après les gazelles dans la savane, c'est parfait. Les oies, leur job, c'est de pouvoir vivre au pôle Nord par moins 40 degrés sans avoir froid. Donc l'univers a créé un truc extraordinaire, le duvet de canard, le duvet d'oie. C'est le meilleur isolant du monde. Et concrètement, une doudoune, ce qu'on appelle une doudoune, c'est du duvet. Donc c'est des plumes de canard qu'on a mis dans un vêtement, qu'on a cousu pour faire un ensemble structuré, pour emprisonner de l'air. Et avec un très faible poids de plumes de canard ou de duvet, on va pouvoir emprisonner un gros volume d'air. Et c'est pour ça que c'est génial. C'est pour ça que c'est le meilleur isolant. En plus, ça se comprime. Ce qui veut dire que, la doudoune, oui, est le meilleur isolant pour avoir le plus chaud. Effectivement, gros avantage. Deuxième avantage, c'est très compressible. Lorsque tu écrases ton duvet, vu que c'est que de l'air, tu peux faire une toute petite boule et ta doudoune ne prend presque pas de place. Donc c'est moins de poids. Rapport poids-isolation, c'est excellent. C'est moins de place, c'est moins d'encombrement à l'intérieur de ton sac également. En revanche, la doudoune va avoir 3 points faibles. Le premier, le plus gros, une fois que c'est mouillé, ça ne tient plus chaud et c'est super lent à sécher. Et si tu ne le sèches pas assez vite, ça moisit, ça pourrit et des mycoses qui se développent à l'intérieur.
Donc l'humidité, c'est pas compatible avec le duvet. Et les canards s'en sortent très bien parce que autour de leur duvet, ils ont des plumes étanches. Nous, on a juste mis du duvet dans nos doudounes. On n'a pas mis, tu vois pas des randonneurs, des randonneuses avec des plumes d'oie partout sur eux. Ça ne se fait pas encore, c'est peut-être l'avenir, mais là, on va un tout petit peu trop loin. C'est pas l'objet de cette vidéo. Les inconvénients autres, c'est ça coûte plus cher. Et le dernier, c'est que c'est plus fragile. Quand tu perces ta doudoune, tu vois les plumes, le duvet qui se barre, il n'y a plus rien qui isole. Hein, c'est le problème. La polaire, à l'inverse, qui est le système le plus utilisé, c'est le 4x4. Ça passe partout, c'est plus solide. Pourquoi? Parce que la polaire, même si elle est mouillée, 1, elle continue à tenir chaud, et 2, elle séchera plus vite. En plus, c'est pas cher. Et c'est aussi efficace. Donc en conditions humides, ou qui peut devenir humide, la polaire va être à privilégier. La doudoune sera à privilégier, pourquoi pas en zone où il fera particulièrement froid, c'est-à-dire haute altitude. En gros, on perd 1 degré par 100 mètres de dénivelé positif en montagne, en haute latitude. Si tu vas faire un trek au pôle Nord ou en Scandinavie ou en Islande ou au Groenland, effectivement, pourquoi pas prévoir une doudoune, ou bien pour une deuxième couche, une deuxième couche d'isolation le soir au bivouac pour avoir ton confort. Pardon. Alors je m'excuse, on est en extérieur, je vais cracher parce qu'il fait super froid, mon système est embourbé d'eau, donc il faut que ça sorte. Hein. On est entre nous, il n'y a pas de tabou. Troisième élément qui peut être utilisé en deuxième couche, c'est un soft shell. C'est exactement ce que j'aime, ma veste est un soft shell. Déjà, grosse différence, soft shell, hard shell. La shell, en anglais, c'est une coquille, comme une coquille Saint-Jacques, donc c'est parfaitement imperméable, parfaitement étanche. Soft, c'est doux, hard, c'est dur. Donc un soft shell, c'est que c'est plutôt imperméable. On appelle ça un produit déperlant. Ma veste soft shell, quand il pleut dessus, les gouttes d'eau déperlent pour tomber. L'eau ne pénètre pas, mais ça déperle. Donc on parle de déperlance. Par contre, s'il pleut trop, ça ne suffira pas, il faut partir sur du hard shell. Du hard shell, ce sont les vestes vraiment costaudes, parfaitement imperméables, sur lesquelles tu peux te faire pleuvoir sur la gueule des heures et des heures, tu resteras bien au sec à l'intérieur, on en parlera juste après en détail. Le soft shell peut être utilisé en seconde couche, pourquoi? Seconde couche parce que le soft shell n'est jamais une troisième couche correcte, ce n'est pas imperméable, ce n'est que déperlant, on vient d'en parler, donc ce n'est pas suffisant. Et en général, dans le soft shell, comme tu peux le voir, il y a déjà en fait de la polaire à l'intérieur. C'est comme une petite polaire, mais déperlante. Donc ça peut très bien être utilisé en seconde couche. Et s'il n'y a que un peu d'humidité, de la brume, un nuage ou une toute petite averse, à la limite, c'est pas la peine de sortir la troisième couche. Ça peut encaisser une petite averse. La troisième couche maintenant, les deux grandes solutions, le hard shell dont on vient de parler et le poncho. Avantage, inconvénient. Le hard shell, c'est très bien parce que c'est un vêtement, donc il va être sur toi, tu gardes ta mobilité. C'est pratique, on va dire. C'est pratique. Par contre, ça ne va pas protéger ton sac. Ton hard shell va protéger le randonneur, donc le haut de corps, il y aura une capuche évidemment. Et ton sac, il va falloir mettre un sursac dessus, donc une espèce de bâche plastique par-dessus. Mais même si tu fais ça et que tu es exposé à de la forte pluie, la pluie va pleuvoir dans tes bretelles de sac à dos qui vont être ici. Ta bretelle, avec le temps sous la pluie, va s'imprégner d'eau. Par capillarité, ça va remonter et aller humidifier tes affaires à l'intérieur de ton sac. Donc la seule solution pour être étanche à 100% avec la solution en troisième couche hard shell, c'est hard shell plus sursac plus toutes les affaires à l'intérieur de ton sac, à l'intérieur de sac poubelle, de sac plastique pour être bien imperméabilisé. Ça, c'était avantage-inconvénient du hard shell. Le poncho. Beaucoup de gens détestent le poncho. J'adore le poncho et je vais te dire pourquoi. Le poncho, ça va tout te protéger en un seul coup. Tu le mets, ça te protège tout le haut de corps, même les cuisses en général, ils sont très longs et le sac derrière va être englobé. Donc avec un vêtement, tu vas protéger et le randonneur et le sac. Donc pas besoin de mettre un sursac, pas besoin de mettre toutes tes affaires à l'intérieur de sac plastique, à l'intérieur de ton sac à dos. Le gros inconvénient qui fait que les deux inconvénients, on va dire, qui fait que les gens n'aiment pas le poncho, c'est quoi? Inconvénient numéro 1, quand il y a du vent, ça fait une grosse prise de vent et ça souffle, ça claque. Quand tu passes des cols ou des lignes de crête où il y a du vent qui souffle à 80-100 km/h, ça peut en devenir gênant. Tu as une grosse prise de vent, donc ça gêne ta démarche. Oui, mais il ne souffle pas comme ça tous les jours, faut pas déconner. Ça c'est mon objection, on va dire. J'ai même traversé, pour te dire, la Scandinavie, qui est une façade océanique dans le Grand Nord avec un poncho.
Donc oui, les jours de grand vent, sur les lignes de crête, ça soufflait, c'était chiant, mais ça souffle pas comme ça tous les jours. La majorité du temps, c'était tout à fait supportable. Le deuxième inconvénient d'un poncho, eh ben, en général, c'est que les ponchos bas de gamme, d'entrée de gamme, disons, ou la majorité même des ponchos, eh bien, c'est un gros sac à patates dans lequel il faut s'enfiler. Et puis, on ne sait pas si on passe par le trou du bras ou le trou de la tête. Et ça vient toujours se coincer dans ta nuque, entre ta tête et ton sac. Donc, c'est le bordel. Et à mettre tout seul, c'est le bordel, c'est vrai. Cependant, objection votre honneur, un poncho de qualité full zip, c'est-à-dire avec une fermeture éclair du cou jusqu'à l'aine, c'est super facile à mettre. Tu le prends, tu le jettes, tu remets la capuche, tu passes les bras, tu fermes le zip et ça y est, c'est fait. Il faut juste se positionner face au vent et même seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour le mettre. Ça passe en quelques secondes, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je ne recommande quasiment jamais de produits spécifiquement à ma communauté, parce que je ne recommande que les produits dans lesquels je crois vraiment à 110%. Je l'utilise toujours ce poncho, un poncho de marque Élémentaire, qui est une marque française en plus, pour ceux à qui ça tient à cœur, ça peut être sympa de faire travailler ses voisins, qui est full zip, qui est de bonne qualité, de bonne façon, et ça a changé ma vie. Avant, je mettais des ponchos d'entrée de gamme, je galérais. Maintenant, je mets ce poncho, il ne coûte qu'à peu près 40 €, c'est pas cher. D'ailleurs, je te mets un lien en description de cette vidéo, tu peux le commander chez mon partenaire Amazon, ça ne te coûtera pas plus cher à toi et moi je toucherai une petite commission dessus. Donc je t'invite à l'essayer et à l'utiliser, tu vas voir, c'est extraordinaire. Donc, on a vu, on n'a pas fini, les avantages du poncho. Les inconvénients de difficulté sont compensés par un poncho full zip, donc de qualité, et l'avantage, c'est le prix. Un poncho, voilà, de qualité, de bonne qualité, c'est 40 €. Un hardshell de bonne qualité, il n'y en a pas beaucoup à moins de 120-150 €. Donc c'est au moins 4 fois plus cher. Donc c'est une sacrée différence de prix. Alors, maintenant qu'on a vu les 3 couches, les trois possibilités, on va dire, pour les 3 couches, nous allons parler, voilà, en particulier, en détail, des matériaux et on revient sur la respirabilité, la déperlance et l'imperméabilité. On a bien vu la différence, il y a des vestes qui sont soft shell, donc juste déperlantes. Déperlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une petite averse, quelques heures d'humidité d'averse, tu restes au sec. Ok. Un hard shell, on parle de système imperméable. Donc l'imperméabilité, même s'il te pleut très fort dessus, tu restes sec. Ou s'il te pleut plusieurs jours dessus, tu restes sec. Alors après, plus tu montes en puissance, on arrive dans un instant dans l'unité de mesure, millimètre ou Schmerber, plus on va avoir une bonne imperméabilité. Et là où je vais en venir avant de rentrer dans le détail, c'est que plus tu vas avoir une troisième couche imperméable, plus tu vas être protégé de l'eau qui te tombe dessus, donc moins tu vas empêcher l'eau qui tombe dessus de rentrer sur toi et plus tu vas empêcher ta propre sueur de sortir. Donc le gros dilemme à randonnée, vu qu'on est toujours en train de faire de l'effort, parfois ça monte, on fait un effort costaud, on sue. Le gros dilemme, c'est d'être suffisamment protégé de la pluie de l'extérieur, mais de ne pas mouiller, tremper dans sa propre sueur. Et ça, c'est la respirabilité. On en parle maintenant. Imperméabilité, respirabilité. L'imperméabilité, quand tu vas choisir ta veste de randonnée dans un magasin de sport, on va te parler de millimètres ou de Schmerber. En gros, plus il y a de millimètres, plus c'est imperméable. Pour faire court, cette veste soft shell là, elle doit faire 2000 mm Schmerber. 2000 mm, on est sur du soft shell, c'est uniquement déperlant. S'il pleut un gros coup ou s'il pleut plus de quelques heures, je vais être trempé. C'est le game. L'avantage, c'est quoi par contre? C'est que c'est très respirable. Il a un rate de 6, on y vient juste après. Et en plus, sur ce modèle, il est stretch. Comme tu peux le voir, on a un textile en fait déperlant partout sur le côté extérieur et sous les bras en gris on a un textile qui est moins imperméable mais stretch, donc ça veut dire que c'est souple, je ne perds pas la mobilité de mes membres extérieurs pour utiliser mes bâtons, pour utiliser mes mains, etc. Ensuite, entre 5 et 10 000 mm Schmerber ou Schmerber, c'est pareil, c'est la même unité de mesure, et bien là on est sur du hard shell, donc on est sur quelque chose d'imperméable, tu seras sec la majorité des cas. À partir de 15 000 mm ou Schmerber et plus, il y a des vêtements 15 000, 20 000, 30 000 mm. Là, non seulement c'est encore plus imperméable, mais en plus c'est beaucoup plus durable dans le temps. Typiquement, pour faire une randonnée classique, en troisième couche, il te faut entre 5 et 10 000 mm. Si tu pars dans un endroit typiquement pluvieux, donc une façade océanique, une zone pourquoi pas tropicale, ou bien haut en latitude ou en altitude, eh bien, je te conseille de partir sur du 15 000. Voilà. La majorité des randonnées
5-10 000 ça passe, mais si tu vas en Scandinavie ou en Écosse par exemple, 15 000 c'est la sécurité à 100%. J'ai traversé la Scandinavie avec du 15 000 et je n'ai pas mouillé une seule fois, c'était extraordinaire. Voilà pour l'imperméabilité et ses degrés avec l'unité de mesure. Maintenant parlons de respirabilité. L'unité de mesure c'est le RET, R-E-T, qui est un acronyme technique, on ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps dans cette formation, on fait court. Concrètement, plus le chiffre est bas cette fois-ci, mieux ça va respirer. Donc, un textile avec un RET de 6, comme ma soft shell par exemple, c'est un truc qui est bien respirant. Et même en effort, en plein effort, je vais être en confort, je ne vais pas trop suer. Un RET entre 6 et 12, même en effort moyen, je ne vais pas trop suer. Donc, typiquement, la randonnée avec un sac de 10, 15, 20 kg dans le dos, avec un petit peu de dénivelé, c'est déjà un effort moyen. Donc jusqu'à 12, on reste en confort. Entre 12 et 20, on est un inconfort quand on va être en effort intense, donc dès que ça monte typiquement. Et au-delà de 20, c'est de l'inconfort, même en marchant. Donc ça va être très 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 gênant. Attention, ça ce sont les normes sur lesquelles les constructeurs de textiles, techniques, imperméabilisants, etc. font. Si tu es un gros sueur, et j'en parle sans tabou parce que je suis un gros sueur, je sue énormément, j'ai un système sudoripare extrêmement bien développé, j'aurais été un excellent chasseur de gazelles dans la savane, et cependant, en Europe, avec le climat actuel, eh bien, ça fait que le RET, c'est un peu limite pour moi. C'est un peu limite et je descends d'une case par rapport à l'échelle que je viens de te donner. En clair, au-delà de 12, pour moi, c'est plus possible. Je mouille dans ma propre sueur. Voilà pour l'imperméabilité et la respirabilité. Et tu as bien compris que c'est quelque chose de parallèle. Alors, pour pallier à ça, parce que tu dis oui David, mais tu dis il faut un truc 10 000 mm, mais on va quand même suer dedans. Oui, on va quand même gérer. Déjà, avec le petit tableau de gestion thermique, on voit qu'au cours de ta journée, en fait, tu vas t'éplucher comme un oignon. Des fois, tu vas t'ajuster en t-shirt, des fois avec ta polaire, des fois avec le 3 couches, des fois que le t-shirt 3 couches, etc. Tu vas gérer et avec l'expérience, tu vas apprendre à gérer et avec l'expérience, tu vas anticiper même de ne pas mouiller dans ta propre sueur, qui l'objectif final est de ne pas mouiller par la pluie. Pourquoi on en vient là? Parce qu'il y a évidemment des systèmes de ventilation. Par exemple, sur ma veste, et de manière générale, elles sont à peu près toutes constituées pareillement, il y a des zones moins imperméables et donc plus respirantes au niveau des aisselles. Typiquement, dans le haut de corps, les grosses zones de sudation, c'est les aisselles, le dos, je suis un gros sueur du dos, et le torse peut être également une zone de sudation forte. Il y a à ce niveau-là, comme tu peux le voir, un zip. C'est pas une poche, c'est pour que la sueur s'évapore. Là, c'est un soft shell, c'est un petit zip. En général, sur les hard shell bien conçus, ils le sont majoritairement tous, on a vraiment un zip qui part jusqu'à la moitié du bras pour bien ouvrir complètement. De cette façon, s'il pleut beaucoup mais qu'il fait chaud, eh bien, tu es en t-shirt en dessous pour la respirabilité et tu mets le hard shell, tu ouvres en grand et ta sueur peut s'évaporer, tu ne mouilles pas trop dans ta sueur. De plus, si tes systèmes de zip de respirabilité ne suffisent pas, tu peux ouvrir tes poches également, ça fait toujours de l'exposition en plus. Pour le bas de corps, tu peux également ouvrir toutes les poches de ton short, de ton pantalon. Pourquoi pas même faire ressortir la poche, ça fait une surface de contact supérieure, ça augmente la respirabilité. Et pourquoi pas ouvrir sa braguette, c'est encore en plus une zone qui sue beaucoup, amenée à faire sortir de la transpiration pour pas mouiller dans ta sueur. Alors, maintenant on va faire un petit, on a déjà parlé du poncho effectivement, on va faire un petit tour au niveau des UV. Les UV, les rayons ultraviolets. C'est très important. Le soleil, quand il tape, il y a plusieurs sortes de rayonnements et les UV sont le rayonnement le plus nocif. Quand tu pars longtemps en extérieur, tu t'exposes longuement aux rayons du soleil. Plus tu descends vers l'équateur, plus le soleil tape fort, donc plus le rayonnement va être violent. Plus tu montes en altitude, plus ça va être fort. Pourquoi? À chaque fois que tu montes de 1000 mètres, on perd 10% de densité de l'atmosphère. Or, c'est notamment l'atmosphère, en fait, qui va filtrer les rayons et notamment les ultraviolets. Donc plus tu montes, plus tu es exposé aux ultraviolets. À 1000 mètres d'altitude, il y a 10% d'air en moins. À 5000 mètres d'altitude, il y en a 50% en moins. Les rayons ultraviolets sont deux fois moins filtrés, donc 2 fois plus puissants. Donc il va bien falloir te protéger, surtout si tu as la peau très blanche, les yeux clairs, les yeux sont extrêmement sensibles au soleil, les cheveux clairs est aussi un signe que
que tu es sensible, attention, on parle de cancer de la peau, etc. C'est pas que des conneries et il faut bien se protéger, la peau, les yeux, etc. Il y a, j'en viens au fait, des vêtements qui sont traités anti-UV, donc qui sont spécialement faits en gros pour la rando en haute montagne. Si tu es particulièrement sensible aux UV, je t'invite à t'informer et à prendre pourquoi pas des vêtements traités anti-UV spécifiquement pour une protection supérieure. En plus de cela, lunettes de soleil et crème solaire, mais ça on en reparle dans la vidéo sur les équipements parce que c'est pas un vêtement, donc on en parle un tout petit peu plus loin. On a fait presque tout le haut de corps. Tu vois, aujourd'hui j'ai mon bonnet parce qu'il faisait super froid au début de ce tournage, mais là la température est en train de monter. Je te conseille deux types de couvre-chef concrètement. Ah, j'ai perdu mon chouchou, c'est pas grave. La casquette ou le chapeau. Et contre-intuitivement, quand il y a du soleil, je te conseille de mettre un chapeau. Le chapeau a un large bord. Le soleil, le problème, c'est qu'il vient frapper la peau et notamment ton visage. Un visage frappé par le soleil, non seulement c'est potentiellement un coup de soleil, mais en plus une insolation. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une insolation. Quand tu chopes un coup de soleil sur la tête, tu te mets à vomir, à avoir la diarrhée, à avoir de la fièvre, potentiellement de la fièvre délirante. Ça peut aller très très loin, c'est super dangereux. Donc quand il y a trop de soleil, quand il y a beaucoup de soleil, c'est cool, c'est des vacances, oui, mais on s'en protège. Et la meilleure façon de se protéger le visage, c'est de mettre un chapeau avec d'assez large bord pour bien que toute ta face soit protégée. Et on peut penser à une casquette, c'est bien, mais la casquette est parfois un peu insuffisante, clairement insuffisante même. Par contre, la casquette, elle est géniale quand il pleut. Quand il pleut, de toute façon, tu mets, pour garder ta tête au sec, la capuche de ta troisième couche. Donc, effectivement, ton visage est protégé de la pluie. Par contre, quand tu marches face au vent et qu'il y a du vent qui t'amène des grosses gouttes d'eau ou de la grêle juste dans la gueule, ça fait super mal. Si ça dure plusieurs heures, c'est très pénible et puis ça diminue la visibilité, donc c'est un facteur d'aggravation de risque. Donc la casquette vient te protéger les yeux et le nez, ce qui fait que tu arrêtes de te prendre de la pluie et de la grêle dans les yeux. C'est super confortable. Donc je te conseillerais plus le chapeau contre le soleil et la casquette contre la pluie. Maintenant, on va descendre encore un petit peu. Ah oui, et j'avais un bonnet. Quand tu pars évidemment dans un endroit où il fait super froid, ou en altitude ou en latitude, pourquoi pas un bonnet en fonction des températures que tu vas rencontrer. Ça, c'est à toi de voir. D'ailleurs, petite parenthèse sur les bonnets, en termes de déperdition thermique, 30% des déperditions thermiques du corps humain sort par la tête. Donc, si tu as froid, mets un bonnet. Tu économises 30%, tu couvres 30% des déperditions thermiques. Maintenant, on va parler un petit peu du bas de corps. On va descendre gentiment sur les jambes et puis sur les pieds, bien évidemment. Le bas de corps, eh bien, short ou pantalon, telle est la question. Eh bien, je t'invite à faire les deux. Il existe aujourd'hui des trucs extraordinaires qui sont des shorts pantalons. En un seul truc, tu as deux choses. Et concrètement, il y a un zip sur la cuisse qui fait qu'en un coup de fermeture éclair, en une minute, hop, tu étais en pantalon, tu te retrouves en short. C'est super utile. Et en termes de matériel, la devise des randonneurs, des voyageurs, c'est toujours voyager léger. En prenant un short pantalon, ça t'évite de prendre deux pièces d'équipement. Il n'y a pas de doublon. En plus, les jambières, c'est le truc qu'on salit le plus vite. Tu peux les laver indépendamment. Et en termes de short pantalon, on peut penser également, oui, est-ce qu'il faut un surpantalon imperméable, est-ce qu'il faut un pantalon hyper-respirant, etc. C'est exactement la même question que pour le haut de corps, mais moins important, parce que le système cœur-poumon, les organes vitaux sont ici. C'est pour ça que la priorité de la protection à la chaleur et aux intempéries, ça se passe en haut. En bas, on peut faire pareil. Cependant, moi, je n'utilise que des pantalons shorts qui sont normaux. Ils sont pas imperméables, ils ne sont pas hyper-respirants. Le problème du pantalon hyper-respirant, c'est que déjà, oui, il va encaisser les petites pluies, les petites averses, mais dès qu'il pleuvra beaucoup, de toute façon, il finira par mouiller. En plus, quand il va faire chaud, il sera beaucoup trop chaud, ce sera insupportable vis-à-vis de la respirabilité dont on a parlé tout à l'heure. Et il y en a même qui mettent des surpantalons, donc là qui sont complètement imperméables. Alors ça, pour tremper dans ta propre sueur, il n'y a pas mieux. C'est super pas pratique, quoi. Oui, tu te protèges de la pluie. En plus, c'est chiant à enfiler, mais oui, forcément, tu vas mouiller dans ta propre sueur. En randonnée, on est en permanence en train de monter, descendre, monter, descendre. Dès que tu vas monter, tu vas tremper dans ta propre sueur. Donc, ça existe. Pour ceux qui veulent être complètement sereins face à la pluie, pourquoi pas. Mais à mon avis, tu vas être très déçu parce que tu vas tremper dans ta propre sueur au lieu de mouiller un petit peu avec la pluie. On continue à descendre avec les guêtres. Les guêtres, qu'est-ce que c'est? C'est des trucs qu'on met sur les chaussures et en dessous des pantalons pour éviter que les saloperies rentrent dans les chaussures et que l'eau dégouline à l'intérieur des chaussures.
C'est super pratique et je te le conseille parce que même sur une randonnée estivale, un endroit où il fait beau, je sais pas, on peut se dire un Saint-Jacques-de-Compostelle, il fait beau, c'est cool, oui, mais quand on part plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a forcément un moment où il va pleuvoir. De plus, la majorité des randonnées, on les fait en été, c'est le moment où il y a le risque d'orage. Une averse d'orage, ça tombe fort, sec, d'un coup, sans guêtre, tes pieds vont tremper. Une fois que tes chaussures sont trempées, ça fait à chaque pas, c'est vraiment pas très rigolo, donc je te conseille les guêtres. On continue à descendre avec maintenant les chaussettes. On a parlé du système 3 couches en haut, on va parler du système 1 ou 2 couches en bas. Les chaussettes, il te faut des chaussettes respirantes. Pourquoi? Si tu prends des chaussettes en coton, interdit, tu oublies le coton, tu vas suer dedans, ça va s'imprégner de sueur et donc tes chaussettes vont être trempées et le fait d'être mouillé est un facteur d'augmentation des frottements, donc des irritations, donc des ampoules. La chaussette technique, même chose que pour le t-shirt technique qu'on a mis en haut, ça va être une bonne respirabilité, ta sueur va bien pouvoir s'évaporer. Donc chaussette technique, combien? Ça dépend de toi. Les hard de minimalistes extrémistes, ils en prennent que 2 paires, toujours une au pied et une en train de sécher sur le sac. Cependant, s'il pleut plusieurs jours d'affilée, comment tu fais? Soit tu remets des chaussettes sales, donc tu remets des chaussettes qui sont déjà trempées de ta propre sueur, en plus avec de la crasse, donc augmentation multipliée par 2 des irritations des ampoules, sans te parler de l'hygiène avec le risque de mycose à terme et sans te parler de l'odeur qu'il va y avoir dans ta tente quand tu vas enlever tes chaussures et tes chaussettes le soir, surtout si tu pars en amoureux, attention quand même. L'autre risque, c'est de les laver mais de les remettre quand même mouillés, mais là pareil, on est sur un facteur d'augmentation du risque sur les ampoules et les mycoses à cause de l'humidité constante. Donc 2. Pour les randonneurs très expérimentés, si tu sais ce que tu fais, pourquoi pas. Sinon, je te conseille d'en prendre plus. 4 ou 5 paires, typiquement, c'est très bien. Les chaussettes, il en existe aujourd'hui des chaussettes techniques basses ou montantes. Ça dépend. Si tu prends une chaussure à tige basse, mid ou montante. Chaussure à tige basse, prends la chaussette basse. Chaussure mid, sur certains modèles, en fonction de ta pointure, même des chaussettes basses peuvent aller. Et tu gagnes l'avantage 20 à 25% de poids entre une paire de chaussettes montantes et une paire de chaussettes basse. Et si tu prends une chaussure bien montante, prends bien une chaussette montante pour protéger les zones de friction sur l'arrière du talon et le début du coup de pied et du tibia, là où ça frotte typiquement à la fin de la chaussure. Alors maintenant qu'on a vu, on est descendu jusqu'au pied, il me semble qu'il nous reste 2 petites choses, 2 petits bonus à voir. Et quand il fait très froid et quand il fait très chaud ou quand il y a beaucoup de moustiques, comment on fait? Quand il fait très froid, d'ailleurs le soleil s'est caché, donc à nouveau la température a beaucoup diminué. Heureusement, j'avais gardé mon bonnet à portée de main. Parfait. Quand il fait très froid, en fait, on peut mettre des sous-vêtements chauds. C'est-à-dire, c'est un grand legging, même pour les garçons, et puis un grand t-shirt long qui colle à la peau et qui est chaud. Alors, soit en textile synthétique, soit en laine. Ah, laine, on parle d'un nouveau matériau à la fin de cette vidéo dont je n'ai pas parlé au début, j'ai fait exprès. La laine, c'est très chaud. Donc c'est bien pour les randonnées hivernales en très haute altitude ou latitude, quand il fait vraiment froid, sinon tu vas tremper. La laine, notamment la laine mérinos, elle a une grande qualité, on en parle de plus en plus, c'est qu'elle est antibactérienne, antimicrobienne, antifongique, donc pour le développement, pour l'hygiène et pour empêcher les mauvaises odeurs, elle est extraordinaire. En revanche, c'est beaucoup plus cher que du textile synthétique et c'est beaucoup plus fragile, donc ça va durer moins longtemps. En plus de cela, quand il fait très froid, en plus de ces sous-vêtements, tu peux faire pareil au niveau des chaussettes, avec une paire de chaussettes fines et une paire de grosses chaussettes de laine pour bien tenir ton pied au chaud. Et au niveau du haut, dans le système 3 couches, on a vu, on a le t-shirt, la couche thermique et l'imperméabilité. Tu peux augmenter, multiplier le nombre de couches thermiques. Typiquement, une polaire et une doudoune par-dessus lorsque tu n'es pas en effort, que tu risques pas de la tremper avec ta propre sueur et qu'il fait un temps sec, évidemment. Typiquement au repos, quand tu fais la pause, au bivouac le soir, ou vraiment en cas de température extrêmement hard. Quand il fait trop chaud, on pourrait se dire c'est génial, c'est les vacances, tout le monde à poil, on enlève tout, puis on va partir en short, en shorty brassière, etc. Oui et non, parce que quand il fait très chaud, c'est qu'il y a beaucoup de soleil, et le soleil, on en a déjà parlé, il faut s'en protéger, sinon tu vas choper des coups de soleil partout, voire des insolations. Alors oui, il y a une solution un peu facile, c'est la crème solaire, nanana, oui, mais ça ne fait pas tout. Quand il y a beaucoup de soleil, typiquement quand on arrive à de la température qui frôle, qui est supérieure à 30 ou qui est à 40 degrés, je te conseille de t'habiller en long. T-shirt manche longue, léger, pour pas avoir trop chaud, mais pour protéger ta peau du soleil, et pantalon. Pour te dire,
Quand j'ai traversé le Portugal en 2017, c'était le printemps caniculaire, le plus caniculaire du siècle. Il a fait près de 40 degrés tout le temps. Je me suis fait carboniser et au début j'étais parti en short, t-shirt, manches courtes. Et ben, j'ai vite compris l'erreur. J'avais des coups de soleil partout, là, sur les bras, sur les doigts, sur le bout du nez, sur le bout des oreilles, c'était horrible. Donc j'ai vite compris qu'il fallait effectivement bien se protéger, chapeau large bord, t-shirt manches longues, pantalon pantalon en mode pantalon. Même si j'avais un petit peu trop chaud, au moins je ne cramais pas ma peau avec le soleil. Troisième spécificité que l'on peut rencontrer dans les tourbières, spécifiquement les chéris, si vous allez randonner là-haut en Écosse ou en Scandinavie, en gros ces patelins c'est un marécage géant, on appelle ça une tourbière. Les Highlands par exemple c'est typiquement ça. Donc c'est un nid à moustiques extraordinaire. Les moustiques, attention, ils peuvent te pourrir la vie. Donc comme pour le soleil, c'est t-shirt manches longues, pantalon et même dans les endroits où c'est infesté, un filet que l'on met par-dessus le chapeau ou la casquette pour bien protéger ton visage. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, tu sais de A à Z comment bien choisir tes vêtements pour faire le même travail qualitatif sur l'intégralité de ton matériel. À nouveau, tu trouveras un lien en description juste en dessous de la vidéo avec une offre immanquable. Je t'offre 60% de réduction immédiatement sur cette formation vidéo pour t'accompagner de A à Z sur l'intégralité de ton matériel. Je te dis à tout de suite de l'autre côté de la caméra en vidéo.